Point de comparaison avec les vertébrés, c'est la structure du pharynx qui a donc une structure de type pharyngotrème, c'est-à-dire qu'il est percé de fentes branchiales parallèles. Chez l'Amphioxus, c'est un pharynx volumineux, on le voit ici représenté en gris foncé, puisqu'il s'étend sur plus de la moitié du corps. Le pharynx de l'Amphioxus est perforé de 90 fentes branchiales parallèles qui communiquent avec une cavité péribranchiale, ici en noir, qui entoure le pharynx. Cette cavité péribranchiale, on peut l'appeler aussi cavité péripharyngienne ou atrium, comme ça se prononce. La cavité péribranchiale, donc ou atrium, communique avec l'extérieur par un orifice, ici, que l'on appelle atriopore ou pore abdominal. Enfin, dernier point remarquable, c'est le fait que au niveau de la face ventrale du pharynx, eh bien, il y a une gouttière ciliée que l'on appelle endostyle qui servira à retenir des particules alimentaires. Alors effectivement, ce pharynx a deux fonctions. Il sert à la fois à la nutrition et à la respiration. On parle ici de nutrition par microphagie. Cela est illustré par ici ces flèches de couleur qui représentent les trajets de l'eau et des particules alimentaires en suspension qui sont associées à ce courant d'eau. Donc l'eau et les particules associées vont pénétrer dans le pharynx par la bouche, mais vont ensuite suivre deux trajets différents. Les particules alimentaires sont capturées ici au niveau de la gouttière ciliée de l'endostyle et elles vont suivre donc le trajet du tube digestif. Pendant ce trajet, elles vont être digérées pour ensuite, donc après le pharynx, rejoindre l'intestin et enfin, à la fin du processus de digestion, l'anus. L'eau va suivre un trajet différent puisque une fois qu'elle aura pénétré donc, dans le pharynx, l'eau va traverser les fentes branchiales, c'est à ce niveau que se produisent les échanges gazeux, et elle va ensuite passer dans la cavité péribranchiale qui entoure le pharynx, et cette eau sera ensuite évacuée par l'atriopore ou pore abdominal. Pour en terminer avec l'amphioxus, au-delà de ces points de comparaison intéressants que l'on vient de voir avec les vertébrés, quelques éléments en plus au niveau de l'anatomie. Les gonades que vous voyez ici en vert ont une disposition métamérique, mais elles sont situées en avant du pore abdominal. Le cœlome, enfin, on peut distinguer deux parties au niveau du cœlome. D'abord, un cœlome principal, qui est un cœlome abdominal, ici, entourant l'intestin. Et ce cœlome principal ou abdominal va se prolonger vers l'avant en un cœlome branchial complexe, d'une forme complexe. Voilà. Donc, on en a terminé avec les céphalocordés, les principaux points intéressants de l'anatomie céphalocordée, et on va pouvoir passer maintenant aux vertébrés, où j'insisterai surtout sur les points communs et les innovations. Les vertébrés, donc, se définissent par la présence d'une corde, au moins au stade embryonnaire, qui va être remplacée par la suite par une colonne vertébrale, sauf chez les myxinoïdes. Les premiers vertébrés remontent à moins 500 millions d'années, ça correspond à la période de l'Ordovicien, et voici quel était leur aspect. Donc ce sont ce qu'on appelle les ostracodermes, des animaux à allure de poisson, avec un squelette superficiel osseux qui forme une sorte de carapace qui recouvre plus ou moins le corps. Ces ostracodermes étaient dépourvus de mâchoire, c'est-à-dire qu'ils avaient une bouche circulaire et avec une bouche circulaire, vraisemblablement, ils se nourrissaient par microphagie. Voici les principaux représentants des vertébrés actuels. Je ne vais pas m'étendre dessus puisque ça c'est du programme de la L2 et de la L3, mais simplement pour les illustrer. Alors vous avez ici les noms des principaux groupes
et en dessous le nombre d'espèces actuelles, espèces connues bien sûr comme d'habitude. Donc myxinoïdes, les chondrichtiens, c'est tout ce qui est les requins, les raies, les chimères aussi. Ce sont on les appelait autrefois les poissons à squelette cartilagineux. Les téléostéens, qui correspondraient à ce qu'on pourrait appeler les poissons osseux, 27 000 espèces. Les amphibiens, les squamates, qui, pour simplifier, incluent tout ce qui a aspect de lézard et de serpent. Les chéloniens, ce sont les tortues, les oiseaux, et les mammifères. On pourrait rajouter à ce tableau les crocodiliens, avec environ 23 espèces. Alors, un point important donc chez les vertébrés, c'est l'apparition d'une colonne vertébrale. C'est ce qui est représenté ici en rouge. Alors, dans la suite des schémas, on a utilisé un vertébré tout à fait théorique ici, qui n'existe pas vraiment, mais vous avez l'habitude de ce genre de schéma. C'est une sorte de modèle qui reprend les principales caractéristiques des vertébrés. Donc, au cours du développement embryonnaire, la corde qui est représentée ici en rouge va s'entourer d'un mésenchyme squeletogène qui va constituer un axe squelettique métamérisé sous la forme de vertèbres qui se répètent. Et l'ensemble des vertèbres constitue la colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, c'est l'axe mécanique du corps, mais elle va également protéger le tube nerveux dorsal et la colonne vertébrale va également permettre l'insertion de muscles. Alors, c'est ce qui est illustré ici avec ces documents. Ici, on voit une vertèbre, donc la face ventrale et la face dorsale de la vertèbre. Donc, on peut distinguer en gros deux parties. Une partie ventrale ici qui constitue ce qu'on appelle le corps vertébral. Et au-dessus du corps vertébral, eh bien, on va trouver des expansions osseuses que l'on appelle apophyses, et ces apophyses permettent l'insertion de muscles. Entre les apophyses donc, et le corps vertébral, eh bien, on va trouver ici ce qu'on appelle le trou neural ou trou vertébral qui abrite la moelle épinière. Et c'est ce que l'on voit ici sur cette partie de l'illustration à gauche. On a ici 3 vertèbres donc, qui font partie du corps vertébral, de la colonne vertébrale. La moelle épinière ici qui traverse l'ensemble des trous neuraux. Et ici dans la partie dorsale, donc les apophyses qui permettent l'insertion de musculature.